Quand tu investis en private equity, tu peux pas sortir pendant 10 ans. Et 10 ans, c'est long. Si 10 000 € pour toi, c'est beaucoup d'argent, tu devrais pas investir là-dedans en premier. Tu devrais d'abord investir en immobilier et en bourse. J'étais positionné au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit. Donc génial, tout explose. Mais là où ça explose, c'est 2020. Parce que les gens, ils vont plus au resto et tout, donc ils ont de l'argent. Je commence à balancer en fait à mes 20, 30, 50 potes. Je dis voilà, j'ai vu cette boîte, elle est cool. Je l'ai aidé à faire son business plan, etc. Si vous voulez investir aussi, allez-y quoi. Déjà, si on lève 500K, on sera bien. On pourra faire 10 tickets de 50, on sera trop bien. En fait, on lève 3 millions. Bon les amis, avant de commencer l'épisode, un petit mot sur le partenaire du jour, il s'agit de Nalo. Parce que je vais être honnête avec vous, pendant longtemps, j'ai trouvé le monde de la finance perso ultra chiant. T'as l'impression qu'il faut parler comme un banquier de 58 ans pour comprendre comment gérer ton argent correctement. Et surtout, le problème avec la finance perso, c'est qu'on découvre souvent trop tard qu'on aurait dû s'y intéresser plus tôt. Parce qu'en vrai, on devrait tous comprendre certains sujets beaucoup plus tôt. Comment gérer son budget sans stresser tous les mois, comment préparer sa retraite, comment investir intelligemment, comment négocier son salaire, comment gérer l'argent dans un couple, ou même comment investir quand t'es indépendant et que t'as un peu d'argent de côté. Mais à l'école, on t'apprend rarement tout ça, si ce n'est jamais. Du coup, soit tu repousses le sujet pendant des années, soit tu tombes sur des contenus ultra anxiogènes ou incompréhensibles. Et c'est exactement pour ça que je trouve la Nalo Academy vraiment cool. Nalo, déjà, c'est une plateforme d'investissement française, pensée autour de projets de vie. C'est pas juste des produits financiers génériques. Et ils ont lancé la Nalo Academy, une plateforme gratuite avec des mini-formations ultra simples sur les finances perso. Franchement, c'est typiquement le genre de contenu que j'aurais aimé avoir à 25 ans. C'est clair, c'est accessible, c'est concret et surtout, c'est sans bullshit. Encore une fois, c'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description pour découvrir la Nalo Academy. Et évidemment, on s'en rappelle les amis, investir comporte des risques en perte de capital. Et maintenant, place à l'épisode. En fait, tu sais que tous les gens commencent par me dire ouais, toi tu fais beaucoup de choses. Justement, il faut que j'essaye d'un peu maintenant de soigner un peu mon image pour en fait faire comprendre aux gens qu'en effet je fais beaucoup de choses, mais en fait avec une seule vision qui est la partie vraiment influence B2B. Et tu vois d'aller du coup jusqu'au nano micro influenceur, chose auquel je crois beaucoup. Tu vois, parce que l'influence B2B quand elle est arrivée au début, les gens évidemment ils se sont dit ils vont voir les stars, les Caroline Mignot, les machins, etc. Et en fait très vite les posts ils coûtaient 1 000 €, après 1 500, 2 000. Maintenant il y a même des posts qui coûtent 3 4 000 €, et en vrai ça les vaut tellement il y en a qui ont des audiences hyper larges. Et en fait nous avec un même budget en fait de 3 000 €, en fait on leur dit que tu peux prendre genre 15 mecs comme Antoine que tu vas actionner. Et du coup évidemment là-dedans il y a des choses qui vont, il y en a qui vont pas marcher, et il y en a d'autres qui vont bien marcher. Franchement c'est un peu la même thèse que l'investissement dont on parlera tout à l'heure. C'est que du coup si t'en actionnes une cinquantaine, en fait t'espères que du coup il y en ait 10 qui vont cartonner, t'en as 20 qui vont marcher normal, et tu vas avoir le reste, ça peut être des nanars et tout, mais en fait c'est pas grave parce que du coup t'actionnes beaucoup de monde quoi. Je vois très bien, hyper clair, trop bien. Bon, nous on se connaît pas, Corentin. Enfin, on se connaît, je pense, de nom. Moi, sur les réseaux, tout ça, quoi. Je reçois ta newsletter depuis 1000 ans. Et juste, tu sais, j'ai une petite actu avant qu'on en parle et tout. C'est que moi, donc, j'ai quitté Super Capital, comme je te disais, il y a à peu près un mois. Du coup, ça s'appelle pas Hyper Capital maintenant ? C'est ma nouvelle activité solo. Parce que tu vois, tout à l'heure, j'ai reçu la newsletter et je me suis dit, mais putain, Hyper Capital, mais en fait, ça se trouve, ils changent le truc ou quoi. Mais c'est ma nouvelle activité solo, et Super Capital continue avec mes associés, avec qui je suis en conflit. Ok, donc écoute, du coup il y a peut-être des choses dont on parlera pas, mais t'inquiète, de toute façon c'est pas. Je te dirais. Enfin, du coup il y a pas de piège ou quoi, t'inquiète là-dessus. Mais non, mais du coup en fait c'était intéressant de t'avoir pour un peu vulgariser tout ça, l'investissement, les fonds, les carries, les machins. Enfin, je trouvais ça cool de pouvoir parler de tout ça. Et est-ce que toi en plus tu viens pas trop de ce monde de base, t'étais pas un journaliste ou ouais, exactement. Vas-y, tu peux un peu nous redire un peu qui tu es, comment tu te présentes, et puis après on va évidemment parler de tout ça, de Super Capital, de votre thèse d'investissement, et peut-être moi comme je suis quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose, même si j'investis dans une quinzaine de boîtes, du coup je pense que la plupart de l'audience est un peu comme moi, et ça va être intéressant. Trop bien. Moi effectivement en fait à la base je connais rien à l'investissement, je suis pas de ce monde-là, je suis pas d'une famille d'investisseurs, etc. Mais par contre je suis assez curieux, je me suis toujours intéressé à plein de trucs, et effectivement quand t'es curieux au début et que tu sais bien écrire, souvent tu vas vers le journalisme, tu vois. Et moi je suis allé vers le journalisme. J'ai toujours adoré les startups, l'innovation, la tech, la Silicon Valley machin et tout quand j'étais petit, et je me suis dit vas-y, je vais être journaliste dans le monde de la tech, de l'innovation. Et donc j'ai commencé en 2005, il y a 20 ans. Ok, t'as quel âge toi, Corentin ? Moi j'ai 41. Ok, tu les fais pas.
Merci. Et chez Science et Vie Micro. Ouais, j'ai commencé là-dedans. Waouh, ok, ça marche. Putain, ça remonte ça. Ouais. Je crois que ça n'existe plus. Ouais, je pense pas. Mais bon, à l'époque, voilà, c'était l'éclate. En fait, si tu veux, c'était l'éclate. Pourquoi ? Parce que en fait, quand t'as 20 ans dans la presse écrite en tant que journaliste, tu découvres un monde de malades où t'es invité partout. Où quand je dis partout, c'est t'es invité à San Francisco par Apple et on vient te chercher en limousine à l'aéroport, etc. pour t'amener voir les keynotes de Steve Jobs, etc. C'est que des trucs comme ça quand t'es journaliste. Et c'est assez drôle parce que t'as 20 ans, tu connais rien à la vie. Et comme t'as une audience, en tout cas, c'est pas toi qui l'as, justement, on pourra en parler, mais c'est ton média pour lequel t'écris qui l'a et qui l'avait à l'époque. Ça a beaucoup changé. Hein. Mais parce que vous étiez pas beaucoup en fait à l'époque, vous étiez vraiment une niche quoi. Bah, on n'était pas beaucoup. Oui et non, en fait, il y avait quand même toute une caste de journalistes un peu tech, informatique, machin, nouvelle techno et tout. Il y avait déjà TechCrunch en France là à ce moment-là. Ça se lançait. C'est exactement là que ça s'est lancé. C'est à ce moment-là. Tu vois, moi, je suis arrivé vraiment au pire des pires moments. Je suis arrivé quand la presse écrite commençait à s'effondrer. Et il n'y avait pas assez de revenus sur Internet pour compenser. Ouais, ok. Donc c'était vraiment Et c'est ce qui a fait une force aussi chez moi, parce que j'ai vu que le business model de la presse, il s'effondrait, que c'était mort, je pouvais pas continuer là-dedans, il fallait que j'aille sur le web, sur le digital, et en même temps, il n'y avait pas trop de business model sur le digital, donc il fallait tout inventer, quoi. Ouais. Donc là, parce que là, ouais, pour resituer, donc là, on est au milieu des années 2000. Ouais. Donc la bulle avait déjà éclaté. Ouais. Mais par exemple, la tech française au milieu des années 2000, est-ce qu'il y a déjà Criteo, est-ce qu'il y a déjà tout ça et tout qui arrive là ? Tout juste, ouais, à peu près à ce moment-là. Ça se crée Blablacar, pareil, je pense, qui s'appelle encore peut-être covoiturage.fr. Tout ça, c'est à peu près à cette époque que tout ça se crée. C'est aussi là où je rencontre Thibaut Elzière, qui venait de créer Photolia. Ouais, c'est ça. Voilà, enfin tous ces gars-là que j'ai rencontrés à cette époque-là, entre 2006 et 2008-9, tu vois. Ouais. C'est ça, et puis là même, on va dire les géants de la tech, un peu les role models, c'est quand même beaucoup le e-commerce. Donc, tu vois, c'est les success stories des frères Charles avec Cdiscount, des frères, c'est Rosenblum. Ouais, Rosenblum, ouais. Eux, c'était quoi ? C'était Pixmania. Ouais. Il y avait le rue du commerce, c'était qui je sais plus. Revendu à Carrefour, je crois. Je sais plus. Et puis il y avait évidemment aussi Kosciusko Morizet avec Price Minister. Bien sûr. Et après il y a Grandjean qui arrivait avec vente privée. Ouais, exactement. Et voilà, c'est cette époque. C'est cette époque-là, ouais, exactement. Et puis évidemment Simon Signy avec Mythique. Évidemment, Mythique et juste avant ça, e-France. Ouais. Et effectivement, qui se lance Mythique. Et moi, je me rappelle, avec un de mes tout premiers salaires en 2005-6, c'était l'intro en bourse, l'IPO de Mythique. Et j'avais acheté quelques actions et tout. Et j'étais trop content. Ouais. J'avais acheté du Mythique et du Google. Ok. C'était drôle. Oui, parce que même en fait, encore une fois, Google, c'est quoi la date Je crois que c'est 98, la création de Google, mais personne connaissait. Tout le monde utilisait Alta Vista à l'époque. Ouais. Et en gros, Google, tout le monde a commencé à l'utiliser vers 2002-2003, tu vois. Ouais, mais sachant que tu vois, même moi, je crois que j'ai eu Internet en 2002, et après, j'ai eu l'ADSL. Je dirais quoi, 2004, 2005, tu vois. Donc, c'est vraiment moi, c'est ça, en fait, moi j'ai eu mon bac en 2006, et donc c'est ça, moi je pense au lycée en seconde, 2004, où j'ai vraiment commencé à être un consommateur d'internet, à partir du moment où en fait on l'avait en illimité, surtout en rapide, quoi. C'est ça, pareil, moi c'était un peu plus tôt, parce que mon père était un peu geek, il m'avait payé une ligne, je sais plus comment on appelait ça, une double ligne, pas ADSL, mais je sais plus comment ça s'appelait, et donc j'avais, mais c'était dans ces eaux-là, Ok, donc là, du coup, je fais partie un peu de ces premiers journalistes tech. Ouais. Bah à l'époque, il y avait Bérébi aussi, Jérémy Bérébi. Bah oui, je me rappelle. Qui après s'est associé avec Niel pour faire Kima. Exactement. Et bah pareil, il était, on faisait le même métier, mais je pense qu'il a une dizaine d'années de plus que moi, peut-être 5 ou 10 ans de plus que moi. Il a 50 ans passés. Ouais, je pense. Et donc, il était là avec 5-10 ans avant moi, quoi. Ouais. Donc, du coup, toi, t'es là-dedans. Ouais. C'est pareil, si on essaie un peu de... Parce qu'on va vite arriver, du coup, en fait, un peu à Super Capital et à ton activité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu restes journaliste pendant 10 piges ou comment ça se passe ? Non, je te dis, de 2005 à 2008-9, je suis journaliste, mais je me rends compte que la presse écrite, c'est chaud. Je me casse en 2008. Je me casse au pire moment de la crise financière. C'est la crise automne des 2008. Non Exactement. Et donc là, tout le monde reste en CDI, bien accroché, bien au chaud. Moi, je fais non, vas-y, justement, moi, je me casse, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie, donc je me lance en freelance, en fait. Je fais des piges à droite à gauche et tout machin. Et je crée mon premier média. Tu vois, en fait, je crée plusieurs blogs gastronomie, parce que j'aime bien la gastronomie. Et donc, je crée plusieurs blogs sur des restaurants, sur des brunchs, sur des restaurants étoilés, etc. Sans idée de business model derrière, parce que moi, je savais juste écrire, tu vois, à l'époque. Et en fait, il y a The Fork, La Fourchette, qui se crée à ce moment-là.
Et en fait, je les contacte, je vois qu'on peut mettre de l'affiliation, je vois qu'on peut mettre des numéros surtaxés. Il y a des restos qui commencent à me contacter pour faire de la pub, et ça devient un business. Mais sans que je l'ai voulu, en fait. Ok, donc en fait, toi, t'as glissé sur une peau de banane et t'as créé un média, en fait. Ouais, exactement. En fait, j'ai créé un média, j'ai eu de l'audience assez vite, parce qu'à l'époque, en SEO, c'était assez facile de remonter. Et tu vois, sur le chemin, j'ai trouvé des manières de monétiser. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais, pareil, juste avant 2010, j'avais plein de blogs. J'essayais de faire des blogs. J'avais un blog sur le e-commerce, un blog où, tu vois, déjà, quand même, tu vois, on le voit, je faisais des interviews, du coup, par mail d'entrepreneurs. J'avais appelé ça interviewentrepreneur.com, tu vois. Et c'est ça que, au fur et à mesure, avec le SEO et tout, il commençait à y avoir de l'audience. Et moi, je me rappelle, je monétisais ça avec de l'AdSense, tu sais, avec truc Google, quoi. Tu prenais 300 balles par mois avec ça? Wow, même pas, franchement. Je devais prendre genre 50 € par mois. Mais genre, je trouvais ça ouf, ça arrivait directement sur mon compte PayPal. C'était fou. J'étais ok, tu vois, j'ai 50 balles. Moi, avec 50 balles, je me payais 2 soirées, quoi, tu vois, à ce moment-là. J'ai dit, putain, juste avec de la pub qui arrive tout seul, enfin, c'était fou, quoi. C'était génial cette époque. Mais en fait, en vrai, c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, c'est plus AdSense, c'est beaucoup plus complexe et tout. Enfin, c'est un peu ce que tu fais d'ailleurs. Mais en vrai, c'est toujours pareil. Il faut que tu crées une audience, il faut des gens qui viennent un peu voir l'économie de l'attention, quoi. Et puis après, derrière, tu les monétises, quoi. Ouais. Bon, après, moi, encore une fois, c'est juste parce que j'ai aimé écrire. Moi, de base, je voulais être journaliste. Et en fait, on m'a foutu en prépa, école de commerce. Et puis en fait, finalement, je suis allé vers l'entrepreneuriat. Mais c'est ça que de base, moi, je voulais soit réalisateur de films, soit journaliste. Donc, tu vois, j'étais pas du tout là-dedans, quoi, tu vois. Énorme. C'est pour ça que j'essaye maintenant de revenir en fait un peu à ses premières amours en le mélangeant en fait un peu au business, quoi. Trop bien. Donc du coup tu crées tes blogs. Ouais. Là, tu te fais un peu de thunes, ça et tout, mais en fait, c'est quoi le shift en fait? En fait, je crée mes blogs et tout, et en même temps, je me dis, tu vois, je fais des petits business, c'est cool et tout, mais j'avais envie de me muscler un peu, et donc je reprends mes études un peu sur le tard à 25 ans à l'ESCP, que je fais en alternance chez Chausson Finance, qui est une banque d'affaires. Mais une banque d'affaires spécialisée tech, toujours pareil, tech innovation, tu vois. Et je fais ça en parallèle. D'ailleurs, je suis pris dans la banque d'affaires parce que j'avais créé mon business. Parce que si tu veux, il y avait plein de candidats, tu vois, et moi, j'étais juste un étudiant USCP parmi d'autres. Pourquoi Christophe Chausson m'a pris, m'a embauché? Parce que j'avais créé mon business, tu vois. Ouais, mais ça envoie un bon signal, quoi. Ouais. Et donc ça, j'ai adoré l'expérience parce que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs de malades à ce moment-là. Tu vois, des gens comme le fondateur de Talentsoft, les fondateurs de Webedia, tout ça. Enfin, tous ces gars-là, à l'époque, ils passaient par Chausson Finance. C'était le passage obligé. Et donc, j'ai vu tout ça. Moi, j'avais 25 ans, c'était un truc de malade. Moi, avec mes petits business à côté. Et puis, eux, je voyais qu'ils faisaient des millions et tout. Et je me disais, waouh, c'est vraiment... Il y a vraiment moyen de faire des vrais business dans la tech, tu vois. Ouais. Mais ça commençait tout juste parce que c'était 2009 à 2012. Et donc, voilà, je fais ça 2-3 ans. Je vends mon business d'affiliation et de médias en parallèle en 2012. Et puis après, je me lance sur des activités diverses et variées, tu vois. J'ai fait un peu de conciergerie Airbnb, mais ça m'a pas du tout plu. Je fais ça 2 ans. Et après, par contre, j'ai fait un truc que j'ai adoré. Toujours un peu dans les médias. J'ai rejoint 2 fondateurs géniaux que j'adore toujours. Ganel et Alexis, qui avaient créé un média qui s'appelait Soon. Bientôt. Et en fait, j'ai co-dirigé ce média avec eux et j'ai développé toute une activité de conseil autour de ça, conseil en innovation. Et donc, à la fin, tu vois, je suis resté 3-4 ans. À la fin, on avait la moitié du CAC 40 comme client. On leur vendait des conférences, des learning expéditions, des workshops. On leur vendait de la data sur l'innovation. Enfin, voilà. C'est fou. Hein. C'était génial. Franchement, c'était génial. Tu vois, ça me dit quelque chose, ça, ce truc-là, Soon. Ouais, on avait une grosse audience. Ça n'existe plus parce qu'en fait, ils l'ont vendu à une grosse agence de com en 2017 ou 2018. Mais on avait une audience de malade. On avait, à l'époque, c'était des pages Facebook. On avait une newsletter qui était très suivie et une page Facebook. Et je crois qu'on avait 1 million de followers sur la page Facebook. À l'époque, c'était énorme. Ah ouais, putain, parce qu'un million, si tu pouvais avoir 1 million, tu sais, c'était like cette page si t'es né en 97 ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Genre, en fait, des trucs de conneries. Après, les gens essaient un peu de monétiser, mais ça n'a pas trop marché et tout. Nous, on avait un truc, tu vois, où on partageait des innovations et tout. C'était vraiment cool. Donc, en fait, un peu en mode, en fait, encore, c'était le début du. Enfin, ça suivit en fait justement la suite du blogging qui arrivait après sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est fou, hein, les Instagrammeuses, quand tu regardes, tu lis des articles des débuts d'Instagram, elles se disent pas créatrices de contenu ou influenceuses, elles se disent blogueuses en fait. Bien sûr. Et souvent, en fait, Blonde Salade, Cara Ferrani, elle se disait blogueuse dès 2008-2009. C'est ça en fait, parce que c'est des meufs qui avaient déjà des blogs.
Ils se sont dit, bah en fait, je vais aussi faire ma page Facebook, mon Insta. Exactement. Et en fait, pour elle bloguait en fait en faisant ça, quoi. Outfit of the day à l'époque, déjà sur le blog, et bam, et elle met ça sur Insta, ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est fou en fait. En fait, j'ai l'impression que ça c'est il y a 1000 ans et en fait c'est hier, quoi. Genre, c'était il y a même à peine 10 piges en fait. Ouais, quoi. c'est exactement. Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez fou. Donc, ok, donc toi, du coup, là, tu fais ça. À quel moment. Du coup, là, tu vas. Bon, là, on voit que tu as déjà quand même un pied quand même dans l'invest, tu vois un peu tout ça. Alors, invest, c'est plutôt côté banque, donc c'est pas côté. Banque d'affaires, donc intermédiaire, ouais. voilà. Si, on faisait des levées de fonds, on faisait de l'intermédiation sur la levée de fonds. Mais par contre, moi, à titre personnel, j'avais pas d'argent, donc j'avais jamais investi dans une boîte, tu vois. Je commence en fait en 2017. 17-18, je sais plus, à investir, 17 je crois, quelques petits tickets à droite à gauche, soit dans des boîtes de potes que je rencontre comme ça, tu vois, je mets c'est l'époque où ça rigole là. Ouais, 2017. Ouais, tu vois, 2-3 000 euros par-ci par-là. Ou aussi, je trouve le club aussi d'investissement de Jason Calacanis à l'époque. Je sais pas si tu vois qui c'est un Américain, il est très connu pour avoir investi le premier dans Uber, par exemple. Oui, si, bah, je vois très bien sa tête, on le voit souvent dans les pubs sur Insta. Exactement, c'est un mec assez particulier, qui fait pas l'unanimité, mais qui est un mec assez exceptionnel. Oui, c'est quoi, il est pas un peu masculiniste ou Je sais pas, j'ai pas trop suivi ça, mais je sais qu'il fait pas l'unanimité. Mais en tout cas, sur la thématique de l'investissement en start-up, c'est le GOAT. Vraiment. Enfin, tu vois, il a fait x15 000 dans Uber. Enfin, on le voit dans la série. Je sais pas si tu l'as vu, la série sur Uber, Super Pumped. Ah oui, non, j'ai pas vu la série. J'ai lu le livre, mais ok. On le voit en vrai. Le vrai gars. Non, bah en fait, il y a quelqu'un qui joue son rôle. Quand on voit aller chercher ses premiers investisseurs. La série, elle est incroyable. En fait, c'est marrant parce qu'elle était sortie en même temps que We Crashed sur WeWork. Sur WeWork. Et les deux séries. Alors moi, je préfère We Crashed, mais Super Pumped avec putain, j'ai oublié le nom de cet acteur qui est ultra connu. Tu sais, c'est le tu sais, dans Inception, c'est le numéro 2 de DiCaprio. Je vois pas, mais ok. Bon, bref. Et la série est ouf. Voilà, petit conseil pour les gens. Super Pumped. Ça, je regarderai. Elle est très cool. Donc, donc tu regardes les vidéos, les contenus de ce mec-là. Ouais, de ce mec-là. Et il avait lancé un petit club d'investissement à l'époque, tu vois, 10 ans avant la France, enfin, comme d'hab, quoi, là-bas. Et tu pouvais mettre $1,000 ou je sais plus, ou peut-être $5,000. Ouais, peut-être $5,000 par deal, tu vois. Et donc, j'en fais un ou deux, voilà, comme ça, machin et tout. Et ça me chauffe. Et je me dis, putain, mais attends, mais en France, c'est hyper dur de faire ça. Tu peux pas, en fait, trouver des boîtes. À moins, ok, t'as des boîtes de potes, ok, tu peux mettre 3 000 balles, ok. Mais tu peux pas être une sorte de business angel un peu amateur en mettant des petits tickets de 5 000 balles et tout. C'est pas possible. Et donc, j'essaye de créer plus ou moins ça en 2017. Ce qui était un peu tôt. Maintenant, ça paraît évident. Mais 2017, c'est vrai que c'est. Encore une fois, 2017, c'est hier, quoi. C'est hier et en même temps, c'était un autre monde. Parce que c'était pré-Covid et tout. Donc, écoute, je fais ça. Je commence à balancer, en fait, à mes 20, 30, 50 potes ou, tu vois, des gars de mon réseau dont je sais qu'ils peuvent investir un petit ticket. Je dis, voilà, j'ai vu cette boîte, elle est cool. Je l'ai aidé à faire son business plan, etc. Voilà, moi, je veux bien mettre un petit ticket. Si vous voulez investir aussi, allez-y, quoi. Voilà, et ça commence comme ça. Mais c'est quoi? C'est genre, tu leur envoies ça sur WhatsApp, par mail? Par mail. Donc c'est le début de ta newsletter. Exactement, en fait. ouais, ça c'était 2017-2018. Et voilà, et j'avais 50 gars, voilà, que je choisissais plus ou moins. Et en fait, j'envoie un deal, 2 deals, 3 deals. Puis peut-être au bout du 3e deal, t'as un gars, il se chauffe, il met 50 000. Ok. À ce moment-là, toi, tu fais ça, c'est quoi? Tu as un intérêt financier, au tout début, zéro intérêt financier, peut-être les 4-5 premiers deals. Et après, quand je vois que ça commence à marcher, je me dis, vas-y, je vais faire signer un contrat à la boîte qui lève et je vais prendre une petite com, quoi, tu vois. En fait, en gros, t'es leveur, quoi. Exactement. Et du coup, je fais ça marche pas mal en 2018, ça marche plutôt bien en 2019. Ouais, là, ça rigole de ouf, là, 2017-2019, grave. C'est là où, franchement... 2019, un bon décal. Mais là où ça explose, c'est 2020. Ouais, ok. 2020, là, c'est... C'était nimp. Ah c'était nimp. Le nimp, c'est 21. Ouais, 21, là, les valos, tarés, machin, tout le monde lève sur c'est là où, je crois qu'en 2021, il y a combien de licornes qui sortent de terre. Ouais. C'est bon, comment ça s'appelait cette boîte, là, tu sais, c'était un peu le Airbnb de la photo, là. Ah ouais, Miro. Ouais. C'était Miro? Ouais, Miro. Ah oui, Miro avec 2 E. Ouais. Ils existent encore, eux, ou... Je sais pas. Non, mais il y en a plein, il y a plein d'exemples. C'est pareil, du jour au lendemain, il valait 1 milliard, alors que... Bon, ouais. Après, tu vois, je connais pas bien la boîte, mais... Non, mais moi plus, j'adore le fondateur, en plus, c'est un vrai mec que j'adore. Mais même lui, il le reconnaît que c'était devenu n'importe quoi. Ouais. Ça, c'était 21, tu vois. Mais la vraie explosion, c'est 2020. Pourquoi? Parce que les gens ont de l'extra cash, enfin, tu vois, ils vont plus au resto et tout, donc ils ont de l'argent. Et en même temps, ils voient que les valos tech aux États-Unis
explose en bourse et ils se disent putain mais moi aussi je veux investir dans les startups tech même en France et tout, tu vois. Il y a eu un peu une confusion et les gens sont vachement intéressés à l'investissement pendant le Covid parce qu'ils avaient le temps en fait. Le temps et l'argent. Alors que normalement c'est un sujet que tu procrastines un peu. Exactement. Et là en fait enfin t'avais le temps de te poser sur des sujets en fait quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça et voilà et donc moi j'étais positionné au bon endroit au bon moment avec le bon produit. Donc génial, tout explose 2020 2021 je m'associe on crée nos propres véhicules d'investissement parce qu'en fait on était un peu frustré d'être que intermédiaire. Donc un lever, donc tu prenais juste une com. Voilà, en fait. Exactement. Et en fait, après, ce qu'on se dit, c'est attends, tous nos gars là qui investissent, on va leur dire mettez-nous un ticket de 10 000, 50 000, 100 000 dans le fonds. Et nous, on va, je sais pas, récolter. Dans le véhicule plutôt dans le véhicule, 1 million. Et avec ce million, on va mettre 10 tickets de 100K ou 20 tickets de 50K, tu vois. Et on va diversifier. Et on s'est dit, attends, déjà, si on lève 500K, on sera bien. On pourra faire 10 tickets de 50, on sera trop bien. Et en fait, on lève 3 millions. Ok. Tu vois, et donc en fait, et c'est là que Super Capital. Super Capital, c'était déjà le nom de ta news, non ou pas? Ouais, c'était le nom de ma newsletter. C'est moi qui l'ai créé à la base en 2016-17. Et après. On t'envoyait que à des gens, que à des business angels. Que je connaissais. Tu mets des tickets de 5 à 6 chiffres, quoi. Exactement. Enfin, de 5 000 à 6 chiffres, quoi. Et fin 2020, on fait ce premier véhicule d'investissement, Super Capital VC 1. 3 millions. On les déploie. Fin 20 et début 21 et après on crée le deuxième puis le troisième puis le quatrième etc. Et voilà. Alors ça m'a toujours interloqué, j'en avais parlé une fois avec Hugo, tu sais Hugo ex The Family qui avait monté son fonds, comment il s'appelait déjà, qui était plutôt créateur économique. Je me souviens plus comment il s'appelait mais je vois Bon, maintenant je crois qu'il est aux US, il a arrêté, mais du coup il m'avait un peu expliqué un peu le business model en fait pour vous. Donc en fait c'est là où j'aimerais bien que tu vulgarises un peu. Tu vois, en revenant même à la base en fait, bien sûr. c'est que donc vous dites on va créer un véhicule, tu vois, ce véhicule il s'appelle Haribo. On va aller voir plein de gens, on va leur dire mettez de l'argent dans ce véhicule. Et nous, en fait, cet argent, en fait, après, on va aller l'investir pour vous. Donc, genre, on va prendre des chiffres tout ronds, on va lever 1 million. Donc, toi, si tu mets 100 000, tu as 10% de ce véhicule. Et nous, en fait, avec ce véhicule, on va aller investir, par exemple, dans je vais dire une bêtise, dans 20 boîtes où on va mettre 50 000 euros. Exactement. Et toi, en fait, ce que tu espères, c'est que sur ces 20 boîtes, et du coup, il y a un retour sur investissement sur le véhicule. Et toi, tu vas récupérer du coup 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois ta mise. Exactement. Nous, ce qu'on espère, si tu veux, c'est de dire, allez, ok, on va essayer de faire au global un x3, par exemple. Ok, donc on avait 1 million, on le transforme en 3 millions, on fait 2 millions de plus-value. Et sur ces 2 millions de plus-value, forcément, on les rétrocède aux actionnaires. Mais nous, on en prend 20% de la plus-value. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le carried. Exactement, c'est le carried. Ça, c'est le business model, le modèle économique de tous les fonds du monde. Tous les fonds du monde marchent comme ça. Ils prennent 20% des plus-values générées à la sortie. Et il n'y a pas des management fees aussi ? En plus de ça, ils prennent effectivement genre 2% des management fees, ou qu'on appelle des frais de gestion en français. C'est à peu près 2% par an généralement. Donc par exemple, si tu as levé 1 million, du coup 2%, ça fait 20 000 euros. 20 000 euros chaque année. Généralement, ils les prennent sur 4 à 8 ans. Tu vois, donc pendant 8 ans, 20 000 balles, et c'est un peu, en fait, c'est votre salaire, quoi. C'est votre rétribution. Exactement. En plus du carried. Nous, on n'a pas pris ça au premier véhicule, on n'a pas pris de management fees, zéro. On a pris que du carried. Et après, comme on s'est structuré, on a fait une équipe, etc. Là, pour le coup, on est venu un peu dans le même business que tout le monde, à prendre pareil. Un peu moins de ça, mais à peu près 2% par an sur 4 ans, et après 20% de carried derrière, à partir du véhicule numéro 2. Ok, mais ça veut dire en fait ça dans ton business model, genre si tu as levé, je sais pas, tu as levé 4 millions par exemple, tu sais que comme tu vas avoir du management fees pendant genre 4 ans, c'est de l'argent que tu vas pas investir, du coup tu le gardes dans la... Ouais, complètement, c'est de l'argent qui rémunère l'équipe de gestion, qui rémunère toi, qui rémunère, je sais pas si tu as un analyste, une personne qui s'occupe du deal flow, etc. Tu vois. Oui, parce qu'en fait au bout d'un moment, parce que pareil, là, le ratio qui est intéressant, donc pardon, du coup, je t'ai coupé. Le premier, vous levez combien, tu dis ? On avait levé 3 millions. 3 millions. Et du coup, c'est quoi ? Vous avez une thèse ? Genre, vous dites, on met des tickets que de X ou... Alors, au début, tu sais pas, t'es débutant, donc t'apprends. Donc, nos tickets, ils étaient tous un peu différents. On avait des petits, des moyens, des plus gros. Et la thèse, c'était de faire surtout du SaaS. Tu vois, à l'époque, 2020, c'était du SaaS, de la tech. Vous avez investi dans quoi, là, en 2020 ? Maintenant, t'as quand même... Comme ça fait 8 ans. Non, quelle année, là ? Ça fait 5 ans. Ah non, oui, ça fait 5 ans. 5 ans et quelques mois. Un peu plus. Donc vous arrivez presque à la fin d'un cycle, parce que souvent, c'est quoi ? C'est des cycles de 6-7 ans, non ? Ouais, c'est à la fin d'un cycle d'investissement. Et là, on va rentrer dans une période de désinvestissement ces prochaines années, en fait. Là où, en fait, vous espérez récupérer, quoi. Ouais, exactement. Et là, par exemple, sur donc, ces 4 millions donc, du premier... 3, sur ces 3 millions du premier véhicule,
Enfin, tu te rappelles un peu, t'as des noms en fait de. C'est quoi vos pépites de boîtes? Ouais, bien sûr. On a investi dans une boîte, une fintech qui s'appelle Aria, qui fait un peu une sorte d'affacturage 2.0, tu vois, qui performe très très bien, qui cartonne bien depuis qu'on a investi. On a investi aussi dans une boîte, c'est drôle, elle s'appelle Arcades.ai. Ah mais elle est assez j'adore. connue, voilà. Sauf qu'à l'époque, ils faisaient pas du tout ça. Ils ont pivoté 3-4 fois, tu vois. Et là, leur pivot, enfin, je sais plus combien ils font d'ARR maintenant, mais je crois que c'est impressionnant. Ouais, c'est gros, ouais, c'est un truc public ou pas ? Je pense pas avoir le droit de le disclose, mais c'est pas mal. Ouais. Bon, si je vous dis que c'est énorme, moi, du coup, comme moi, c'est juste des rumeurs, c'est plusieurs millions, quoi. C'est bien sûr, hyper impressionnant. Et en plus, c'est en fait ce qui est impressionnant, c'est leur croissance, parce que moi, je crois que j'avais parlé avec le CEO qui s'appelle comment déjà Romain. Ouais, exactement. Mais genre, il y a 2 ans. Ouais. Et je crois qu'ils n'étaient pas encore au million d'ARR. Ouais. Et là, en fait, en 2 ans, ils ont. Ah ouais, c'est vraiment la croissance exponentielle. En gros, tu te crées ton double. Ton clone AI. Et ça marche de ouf. Et de base, c'est pour faire des UGC en fait aussi. Ouais, c'est ça. Mais il y a des gros concurrents aux US aussi. Hein, donc là, ils sont en train de. Exactement, ils sont en train de s'installer là-bas. Bon, bref, on va voir ce que ça va donner. Hein, mais oui, ça fait partie des très belles boîtes. Ouais. Ok, oui, donc là, Arcades, Aria, t'en as d'autres en tête? Alors après, on a des boîtes plus où ça a été un peu plus compliqué, qui ont fait une très belle croissance. Mais par exemple, tu vois une boîte comme Mempacap qui fait du bilan de compétences à distance en visio. Elle a très très bien performé, très très bien marché, etc. Belle croissance et tout. Sauf que là, avec un peu, tu sais, les déremboursements du CPF et tout ça, connaît quelques difficultés. Donc t'as pas toujours que du rose évidemment dans un fonds, tu vois. Et donc quand tu crées un fonds comme ça, par exemple là, encore une fois, on va reprendre le fonds 1, vous avez pris 4 millions. Donc là, tu dis, il n'y avait pas vraiment de thèse, mais c'est quoi la moyenne? Vous mettez quoi, des tickets à quoi, entre 50 et 100? Ouais, à l'époque, on mettait, sur ce premier véhicule, on mettait des tickets entre 25 et 100. Entre 25 et 100. Et après, en fait, ça a été le 1 et le 2. Et à partir du véhicule numéro 3, on a dit, OK, la thèse, c'est on met systématiquement toujours le même ticket, 50K au début, premier ticket. Quoi. Exactement, 50K toujours. Et ensuite, on voit ce que ça donne, on voit comment se comportent les entrepreneurs. Et au bout d'un an ou deux, s'il y a un nouveau tour, là, on met beaucoup plus. Et on met, tu vois, au deuxième tour, on met entre 200K et entre 200 et 600K au deuxième tour, tu vois. Ouais, ok, donc quand même assez élevé. Ouais. Donc là, par exemple, sur 4 millions, ça veut dire, c'est quoi? Vous allez faire quoi? Une cinquantaine de deals, du coup? On a fait, c'est ça. On a fait, je crois qu'on a fait 45 deals, un truc comme ça. Okay. Ouais. Donc, par exemple, sur une cinquantaine de deals, on va peut-être arrondir. Tu vois, on va dire, par exemple, pour qu'on comprenne un peu, sur 100 deals, je sais pas, t'en as quoi? Presque la moitié, tu sais que ça va mourir? Ouais, plus de la moitié même, hein. Je pense entre... Même en 60%? Ouais, plus 60%, ouais. Ok, donc petit man, donc sur 100 boîtes, t'investis 100 boîtes, t'en as 60, tu sais que là, hop, tu récupères pas ton oseille. Tu fais zéro. Donc ça, sur 1 million, tu sais que t'as déjà 600 000. Ouais. Ciao. Après, t'as quoi? T'en as peut-être quoi? 20-30% où tu fais entre x1 et x2. Ouais, c'est ça. Donc tu récupères à peine ta mise, un peu plus peut-être, tu récupères ta mise. Donc là, on va dire, tu récupères du coup 300 000. Donc t'as dépensé 1 million. Un peu plus, tu les récupères entre 300 et 600, quoi. Entre 300 et 600, voilà. Ouais. Et après, t'as les 10%. Les 10%, et sachant que dans le 10%, il y a même peut-être un 1% en fait, parce que t'as quoi? T'espères toujours sur 100 que t'as une ou deux grosses pépites. Quand on dit grosses pépites, c'est-à-dire c'est des fois 10 et plus. 10 et plus, exactement. C'est ceux-là qu'on cherche. Si t'as pas ça, si tu les as pas, ceux-là, tu fais pas de perf. Ouais. Fais pas de perf. Et tu perds de l'argent. Et si tu les as, tu peux... Et après, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite, tu vois. Il y en a sur certaines, tu peux faire du x30 et plus, quoi. On a des boîtes, tu vois, en portefeuille. Pour l'instant, elles sont pas encore sorties, mais on peut faire du... on est en tout cas sur un multiple de x15 et plus, mais c'est pas encore sorti, tu vois. Donc... C'est ça, c'est qu'en fait, c'est difficilement liquide, en fait, tu vois. C'est la grosse difficulté. Des boîtes qui se revendent, vraiment. Parce que vous attendez vraiment que la boîte soit revendue, ou vous pouvez sortir genre en série B ou un truc comme ça? Ouais, on peut sortir en série B. En fait, quand tu es investisseur early comme ça, tu peux souvent sortir en série B. Les fonds qui arrivent en série B vont te proposer de sortir, généralement. Donc après, c'est à toi de savoir si tu veux sortir ou pas. Et puis, tu peux aussi avoir des sorties un peu différentes. Tu peux avoir des sorties où le fondateur te rachète parce que la boîte est devenue hyper rentable, etc. Tu vois. Tu as d'autres sorties un peu alternatives. Et vous, là, du coup... Sur le premier, vous avez déjà des sorties ou pas encore? Ouais, on a eu quelques sorties. Les petites sorties, là, entre x1 et x3 à 4, tu vois. Genre, tu peux donner des noms Je les ai plus toutes en tête, mais je pourrais te retrouver ça pour pouvoir les mettre. Et par contre, les belles, les grosses, les x5, x10, x15, x20, on sait lesquelles c'est.
mais on n'est pas sorti, tu vois. Et si ça se trouve, ça peut se planter, quoi. C'est qui vos plus belles pépites là que... Bah, c'est notamment celle que je t'ai citée, tu vois, Aria, Arcades. Même pas Cap, c'était aussi le cas, mais bon, en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais on va voir. Déjà avec ces 3 boîtes, on est pas mal, ouais. Ouais, là t'es sûr de. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que logiquement, il y a toujours. En fait, il y a un deal qui limite en fait doit rembourser toutes les autres en fait. Ça c'est l'idéal. Si t'as ça, c'est génial, c'est un fund returner on appelle. Donc si t'as une boîte qui rembourse l'intégralité du fonds, bah t'es tranquille parce que t'as déjà ton fonds, il est remboursé et ensuite tout ce qui est au-dessus c'est de la plus-value. Donc toutes les petites ventes que tu vas faire, ce sera de la plus-value. Ok. Donc c'est ça en fait. Donc vous levez cet argent. D'ailleurs, on va peut-être même faire un retour en arrière, mais en fait toi, tu viens pas de nulle part, parce qu'en effet, tu es quand même dans cet écosystème depuis longtemps, donc tu dois quand même aussi avoir un sacré réseau. Du coup, de base, tu as lancé cette newsletter. En fait, toi, c'est le média. Tu es un peu un média led growth, quoi. En fait, qui est le média qui a créé le business, en fait, comme souvent, en fait. Exactement. Comment on lève, et auprès de qui on lève 4 millions d'euros? Ouais, sachant que moi, quand j'ai commencé, tu vois, Super Capital en 2017, comment dire, il y avait c'est fou de le dire, hein, mais c'est à moins de 10 ans, mais il y avait 0 contenu en ligne sur la levée de fonds, etc. Tu tapais levée de fonds, pack d'actionnaires, etc. en 2015, 16, 17. Il n'y avait aucun contenu, rien. Ni vidéo, ni texte, ni rien. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Moi, j'ai fait des petits articles et je suis remonté en SEO, tu vois, à l'époque. Et donc, tout ça pour dire que oui, tu as raison, c'est du média qui m'a amené au VC, mais média qui n'existait pas. Aujourd'hui, du contenu sur le VC, tu en as plein partout. À l'époque, tu n'en avais pas, tu vois. Et donc ta question, c'est auprès de qui on lève. Bah, en fait, c'est toujours pareil. En fait, la réponse, c'est toujours la même. En fait, c'est les lecteurs de alors, auprès d'autres business angels. Déjà, exactement, c'était ça. Mais surtout, de manière générale, auprès de qui on lève. En fait, il y a un truc qui est hyper puissant, c'est n'importe qui. Prends ton téléphone, regarde ton répertoire, descends, prends 1 heure pour le faire vraiment sérieusement. Prends ton répertoire et regarde et dis-toi, est-ce que cette personne, elle a 5 ou 10 000 euros à investir? Oui ou non? Il y a des gens, tu sais pas. Il y a des gens, tu te dis non. Cette personne-là, elle les a pas. Il y a des gens, tu vas te dire, ah oui, lui, je pense que oui. Et tu le notes, et machin. Je peux te garantir que qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu vas trouver quelques noms de personnes qui ont un peu d'argent à investir. Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a tous 1 million d'euros dans notre répertoire. Mais bien sûr. Et même certains, ils ont 1 milliard. Tu vois. Parce qu'en fait, tu as le premier cercle, mais après, tu as le deuxième cercle. Ces gars-là, ils connaissent d'autres gars qui sont potentiellement beaucoup plus riches qu'eux. Tu vois. Et on sous-estime la capacité de lever dans le premier et surtout dans le deuxième cercle. Et ça, tu as des entrepreneurs qui l'ont très, très, très bien compris. Parce qu'à chaque fois qu'ils font un rendez-vous avec un business angel, même si le business angel dit oui, j'investis ou non, j'investis pas, peu importe. Par contre, l'entrepreneur lui dit ok, qui tu peux me présenter dans ton réseau qui investit aussi comme toi? Et j'en connais comme ça des gens qui ont levé des fortunes en faisant ça. Ouais, donc, mais ça, c'est vrai que c'est un vrai truc. Moi, c'est vrai que j'hallucine sur des fois des gens qui ont des bêtes de boîte, mais en fait, comme ils ont pas ça dans le sang, ils ont du mal à élever. C'est un sacerdoce. C'est fou. Hein. Et par contre, il y en a, je trouve, des fois, ils ont des trucs éclatés et ils ont été élevés, mais trop fort. En 1 semaine, quoi. C'est un exercice de vente, point. T'es un bon sales, t'es un bon lover. Voilà, c'est tout. T'es un bon sales et tu sais comment aller fédérer ton réseau, quoi. Exactement. Mais ça, souvent, quand t'es sales, tu vois, c'est pas dur. En fait, t'as un entonnoir et voilà, quoi. Ouais. Donc là, vous levez comme ça. C'est comme, je dis vous, tu t'associes directement. Ouais, exactement. Je m'associe avec Thibaut à cette époque-là. Et c'est qui Thibaut? Moi, je connais pas. Thibaut Gimnez. Thibaut Gimnez, avec qui on bossait sur des deals et on s'était rencontrés à l'ESCP quelques années avant. Et on fait ça ensemble fin 2020. Ouais. Toi, en fait, de base, t'étais en fait vous étiez déjà lever ensemble ou tu faisais tout seul? Non, je le faisais seul, mais il avait commencé à me donner des coups de main sur des decks, des BP, des trucs comme ça. Et là, vous dites, ok, vas-y, on fait. Alors, quand vous faites ça, on a le droit de dire le mot c'est un fonds parce que pareil, il y a une sémantique utilisée. Non. Donc vous êtes quoi? On a été une société de capital risque. Société de capital risque SCR où on faisait voter l'intégralité de nos actionnaires sur chaque deal. Nous, on décidait pas. On disait voilà, on a vu tel deal qui nous paraît intéressant et les actionnaires de notre fonds, les gens qui avaient mis l'argent, nous disaient ok, je suis ok pour qu'on investisse collectivement, oui ou non. Et fallait toujours avoir une majorité qualifiée, de plus des 2 tiers. Ah oui, quand même. Ok, donc ça marche. Et là, en fait, vous arrivez en fait on parlait pour utiliser la bonne sémantique. Après, donc, on lève les 4 millions d'euros.
Et après, on dit qu'il faut déployer ça, non? C'est ça? Ouais, exactement. Il faut déployer ça. Alors, certains fonds déploient ça sur plusieurs années, etc. Nous, on a déployé ça sur... en tout cas, les premiers tickets, on les a déployés sur 12-18 mois. Et ensuite, on a gardé un peu d'argent supplémentaire pour les deuxièmes tickets. Et là, on les a déployés sur les 2-3 années d'après, tu vois. Donc, on a fini de les déployer là récemment sur le véhicule numéro 1. Ok. Et donc, c'est-à-dire que le véhicule numéro 1 n'est pas encore terminé, que vous pensez déjà au véhicule numéro 2. Exactement. Alors, nous, ça, c'était une spécificité de nous. Hein. Ça, c'est pas, tous les fonds ne réfléchissent pas comme ça, parce que souvent, les fonds, ils sont beaucoup plus gros que ça. D'accord ? Nous, on a vraiment créé des micro-véhicules au début. Et du coup, effectivement, au bout d'un an, quand on a vu l'engouement du truc et tout, on s'est dit, on va en créer un deuxième, tu vois. Et là, le deuxième, vous levez combien? Là, on a levé 7 millions. Ah ouais. C'était un peu la folie. C'est votre plus gros, je crois, non? Ouais, c'était un peu la folie. Tout le monde voulait investir dans les startups à l'époque et tout. C'était le fameux 2021 et tout. Les valos étaient élevés, etc. Et donc, on a vu après, si tu veux, un bon ralentissement avec le 3, où on a levé autour de 5, tu vois, autour de 5 millions. Et puis le 4, pareil, on a levé à peu près pareil. Et puis moi, après, je suis sorti début 2026. Donc c'est ça. Donc là, on va pas rentrer dans le détail. Donc, mais quoi, sûrement ce qui arrive souvent, une embrouille entre associés. Ouais. Et donc du coup, là, tu sors de l'opérationnel, mais tu as toujours tes parts. Ouais, exactement. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Surtout qu'on avait bien fait les choses. On avait séparé les activités d'investissement pour que... quelle que soit la personne qui sorte, l'associé qui sorte, en fait, cet associé garde les plus-values des investissements, les carrides, les fameux carrides sur les investissements qu'il a fait, qu'il a contribué à faire pendant des années. Ça, il les garde ad vitam aeternam. Et puis, par contre, les parts de la société opérationnelle, ça, c'est autre chose. Ok. Et là, donc là, toi, tu dis quand même maintenant, moi, je suis identifié là-dessus. Le média, je suppose que tu le gardes, c'est le tien? Tu veux dire le média Le média, la base de données et tout. Ouais, le réseau, évidemment. Le réseau, tu vois, c'est mon réseau que je me suis constitué. Donc ça, effectivement, les gens me connaissent toujours. Ouais. Voilà. Et puis, en fait, je me suis relancé récemment sur la même activité, mais en solo. Voilà. Donc, un qui s'appelle Hyper Capital. Ouais, exactement. Gros bench sur la brand pour rester quand même exactement. dans le truc. Et voilà. Et donc là, je partage aussi d'autres deals, tu vois, qui me font plaisir à titre perso, des choses un peu différentes, des choses parfois un peu plus brick and mortar, plus retail, tu vois, retail physique. Tu vois, parce que nous, on faisait que de la tech, du SaaS, etc. chez Super Capital. Là, chez Hyper Capital, je partage plus des dossiers de, tu vois, des gens qui ont fait un premier concept retail, je sais pas moi, un premier resto, un premier café thématique, un premier que sais-je, qui marche bien, qui est rentable. Et là, ils veulent le dupliquer sur plusieurs autres, tu vois, points de vente. Et ça, c'est des dossiers que j'aime bien, tu vois. Donc ça, je prends parce qu'en plus, tu les estimes moins risqués parce que le POC est fait, en fait, quoi. Exactement. Et moins risqué. C'est déjà prouvé. Plus rentable à court terme. C'est moins 1, 0 ou 1. C'est moins licorne, tu vois, machin. Et c'est en accord avec ce que le marché veut aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent moins de risques. Ils veulent des business plus rentables, ils veulent, tu vois, être assurés, quoi. Okay. Donc je fais ça, je fais de la reprise d'entreprise aussi. Tu sais, j'ai mes investisseurs qui co-investissent aux côtés d'un repreneur. C'est la grande mode en ce moment. Mais c'est vrai que c'est la mode, le reprenariat. Tu vois, il y a même un mot pour ça. Ouais. Mais tu vois, moi, j'avais fait un podcast, genre il y a 2 ans. Ouais. Et je disais, tu vas voir, en 2025, on ne va parler que du reprenariat, ça va être un truc de fou. Alors, on en a un peu parlé, mais je trouve qu'il n'y a pas, ça n'a pas été l'engouement que j'avais, on va dire, un peu prédit, quoi. Je pense que tu étais un peu tôt. Je pense que l'engouement, il va arriver à fond, là. Là, vraiment, 26, 27, 28, il va y en avoir plein. Et je vois, il y en a plein déjà. En fait, les gens se rendent compte, en fait, c'est toutes ces belles boîtes, mais genre, qui sont pas sexy. Ouais. Des gens qui sont dans la sidérurgie et tout. Les boring business. Mais en fait, qui font 10 millions de chiffre d'affaires, 1,5 million d'EBITDA, rentable de malade. Et en fait, justement, c'est des boîtes un peu à papa. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que c'est tous ces mecs-là qui, c'est un peu tous ces boomers, quoi, tu vois, qui sont en train enfin, ces baby boomers, pardon, en train de partir à la retraite. Ouais. Sachant que maintenant, voilà, il y a moins ce truc d'avant où c'est le fils ou la fille qui reprend. Exactement. Et ces mecs-là, en fait, ils souhaitent revendre, mais du coup au bon prix. Et en fait, c'est des vrais trucs où, encore une fois, le risque est minimal, quoi. Le risque est en tout cas beaucoup plus limité par rapport à une startup, parce que c'est une boîte, ça fait des années qu'elle existe, machin, elle est rentable et tout. Et si tu veux, t'as des acquéreurs en face, mais les acquéreurs, ils n'ont pas forcément assez d'apport pour les racheter. Ouais. Et c'est là que moi, je leur apporte mon réseau d'investisseurs privés qui co-investissent avec eux pour booster leur apport, pouvoir faire levier et aller voir les banques et lever le reste en dette, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est que l'idée, c'est que en fait, c'est une autre forme d'entrepreneuriat, parce qu'en fait, il y a des gens. Toi, en fait, moi, tu sais, souvent quand je vois des gens qui ont à peu près notre âge, qui ont la quarantaine et tout, qui sont salariés donc du coup depuis 20 ans, et qui d'un coup, en fait, en effet, ils veulent faire autre chose et ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.
tu sais, j'ai toujours alors le mot c'est que j'ai un peu de mal, mais j'ai toujours une crainte pour eux, c'est une crainte, mais d'amis à amis, de dire tu sais que l'entrepreneuriat, mec, en fait, tu vas pas te lever avec le même état d'esprit, tu vois. Ah bah surtout. Et pour moi, c'est comme quelqu'un qui, alors non, peut-être je vais me faire taper dessus si je dis ça. C'est comme quelqu'un qui choisit de changer de sexualité à 40 piges. Normalement, c'est un truc tu le sais à peu près, quoi. Tu vois, si t'aimes le plus les hommes ou les femmes, quoi. Tu vois. Et en fait, pour moi, l'entrepreneur, c'est un truc que t'as un peu en toi. Et donc, je joue à l'entrepreneur. Et du coup, le reprenariat permet de jouer à l'entrepreneur et de faire l'entrepreneur, c'est ça. Mais sans ce côté, en fait, du coup, la feuille blanche, quoi, qui est le côté. La feuille blanche, ça fait peur à la plupart des gens. Moi, ça me fait pas peur, j'adore ça. Moi, les feuilles blanches, j'adore ça. J'ai toujours fait ça que dans ma vie, tu vois. Parce que c'est l'esprit entrepreneurial, ça. Exactement. Et il y a des gens, la feuille blanche, ils savent pas commencer à écrire. Par contre, une feuille à moitié écrite, ils savent la continuer. Ils savent continuer l'histoire, quoi. Et voilà. Et donc, ces gars-là, tu vois, comme tu dis, ils ont des skills de management et tout. Ils savent manager, ils savent gérer. Ils voient une belle petite pépite endormie et ils pensent qu'ils vont la continuer et peut-être la booster. Et ça se fait très bien et ça se fait souvent. Et donc, moi, je leur apporte des investisseurs à leur côté pour faire ça. Donc, ça, c'est cool aussi. Et puis, j'aide aussi pas mal récemment de gens qui lancent leur propre fonds, leur propre hedge fund, tu vois, fonds alternatifs. Que ce soit sur... là, j'aide un mec qui a créé un hedge fund aux États-Unis avec la même stratégie et philosophie que Warren Buffett, par exemple, tu vois, sur les boîtes cotées US. J'aide aussi maintenant un mec qui a monté un fonds de fonds crypto. En fait, il a étudié 600 fonds crypto. Il en a retenu 6. C'est les meilleurs des meilleurs. Et il investit dans ces 6. Okay. Il permet d'investir dans ces 6. Voilà. Donc, voilà, j'aide des gens comme ça qui, en fait, font un peu ce que j'ai fait moi ces dernières années, c'est-à-dire créer des véhicules d'investissement et tout, sur, en fait, un actif qu'ils connaissent bien. Là, la crypto, l'autre, les boîtes cotées, etc., peu importe. Parce que tout ça, en fait, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Tu n'avais pas un petit gars dans son coin qui créait un fonds ou un fonds de fonds, tu vois. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple, réglementairement parlant, avec la tech, etc. Et donc, eux, pareil, je leur trouve des investisseurs privés aussi. Donc, en fait, tu fais quand même beaucoup de consulting, en fait, par rapport en fait, à l'expertise que tu as eue ces 10-15 dernières années là-dessus. Exactement. Et là, sur Hyper Capital, pareil, tu as relevé des fonds aussi ou quoi ? Non, j'ai pas du tout relevé de fonds. Pour l'instant, c'est vraiment de la mise en relation, tu vois, de mon réseau d'investisseurs privés avec des gens qui font des trucs quali et cool. Pareil, t'as un peu une activité, un peu de lever en fait, exactement, là-dessus, quoi. Exactement, mais sur des actifs un peu différents. Ok, c'est quoi ton regard, toi, par rapport justement à tout ça ? Parce que tu vois, moi, je vais prendre mon cas perso. Je pense que comme tout le monde, du coup, vers cette période-là où ça rigolait, où tout le monde investissait, en fait, on avait des deals qui arrivaient de partout. Ouais. Donc, à un moment donné, t'avais quand même un peu la FOMO. Ouais. Et puis, tu sais, il y avait un peu ce truc de... un truc un peu mouton, en fait. C'est que tu vois quelqu'un en qui t'as ultra confiance, qui investit dans telle boîte. Tu vois, moi, genre, ça m'est arrivé d'investir dans une boîte juste parce qu'il y avait le blaze de Thibaut Elzer dessus, quoi. Tu vois, en fait, c'est un peu ce name drop de dire, lui, il y va, donc je le suis. Ouais. Et tu vois, je l'ai fait dans une quinzaine de boîtes. Et en effet, j'en ai sur les... Tu vois, c'est un peu le ratio dont on parlait tout à l'heure. Sur les 15, je pense que j'en ai dit au moins 5 ou 6 qui sont mortes. Normal. J'en ai 2-3 qui vont encore mourir. Ouais. Et j'ai une pépite qui, je l'espère, normalement, me rembourse le tout, et 2 autres qui sont bien, mais c'est tout, quoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire que j'en ai 3-4 que j'aime bien sur les 15, dont une que j'adore, quoi. Ouais. Mais donc, du coup, c'est quoi ton regard, en fait, sur comment ça se passe aujourd'hui ? Parce que, tu vois, par exemple, moi et tous mes potes, on a vachement investi à ce moment-là, mais là, tu vois, genre, on n'investit plus, quoi. Ouais. Si tu veux, il y a 2 problèmes. Il y a le problème de la liquidité. C'est très long et c'est pas liquide parce qu'il n'y a pas d'IPO, parce que c'est comme ça, c'est le private equity. Tu veux dire d'attendre 10 ans pour peut-être avoir c'est ultra long, voilà. Et c'est aussi pour ça que moi, maintenant, j'oriente pas mal aussi mon réseau d'investisseurs vers des hedge funds plus liquides, tu vois, sur où tu peux sortir quand tu veux. Genre, ça existe ? Ouais, bien sûr. Genre quoi ? Tu vois, je peux pas citer les noms, mais les 2-3 hedge fund fonds dont je t'ai parlé juste avant, tu vois, c'est des fonds où tu peux mettre de l'argent et tu peux sortir quand tu veux. Ok. Tu vois, et ça c'est cool. Ça, cet aspect liquidité, je le trouve hyper important, hyper intéressant. Ah ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me mets pas mal là-dessus, tu vois. Ok. Donc ça, la liquidité, voilà, c'est toujours le même problème. En Europe, on n'a pas d'IPO, donc on n'a pas de liquidité, donc c'est compliqué par rapport aux US. Alors que tu vois, aux US, quand t'as une boîte qui marche hyper bien, non seulement elle fait plein de levées de fonds, mais au bout de la chaîne, il y a
une IPO. Et l'IPO, c'est une rentrée en bourse. Ouais, exactement. Et tout le monde, tu vois, tout le monde touche du cash. Et ça, il y a pas trop, tu vois, en Europe. C'est un peu ça le problème, liquidité. Et puis, en vrai, il y a toujours pas vraiment de gros écosystèmes tech en Europe. Tu vois, les GAFAM, ils sont tous aux US. Donc, tant qu'on n'aura pas un vrai GAFAM, c'est-à-dire une infrastructure tech, tu vois, en Europe, bah, en fait, est-ce qu'il y aura vraiment des acquisitions importantes? Est-ce qu'il y aura vraiment un vrai gros écosystème? Parce que tu regardes les plus belles boîtes tech en France, t'as Conto et Doctolib, en gros, et c'est des très belles boîtes que j'adore. Mais tu vois, sorti de ça, t'en as pas des masses, quoi. Et c'est pas des infrastructures, c'est une boîte dans la santé, une boîte dans le bancaire, là où on est très bon, nous, Français. Mais il n'y a pas d'infra comme Google, Microsoft, etc., tu vois. Et c'est quoi ton regard justement par rapport aussi à toutes ces plateformes? Toi, il y a eu Blast, il y a eu plein de trucs comme ça et tout qui se sont du coup créés en fait et qui répondaient en fait à une problématique justement qui était pas résolue, justement, de comment un peu la question que toi tu t'es posée dès 2017, c'est comment les petits investisseurs qui ont même juste 2000 euros, 3000 euros de temps en temps à investir, comment ils investissent, quoi? Bah, il y a les plateformes que tu cites, et puis il y avait aussi les plateformes de crowdfunding qui étaient là depuis pas mal de temps, etc. Donc, en fait, ce qui est compliqué, c'est que, en fait, si tu mets 10 tickets de 1000 euros, ça va, tu vois. Mais ça dépend un peu de ton patrimoine, parce que si 10 000 euros pour toi, c'est beaucoup d'argent, tu devrais pas investir là-dedans en premier. Tu devrais d'abord investir en immobilier et en bourse. En fait, vaut mieux, en fait, dans les startups, il faut investir ce que tu es prêt à perdre. Exactement. Et souvent, en fait, et c'est quoi? En fait, il faut que ce soit un peu de 10% même de ce que tu as de côté. Ouais, max. Et tu vois, même moi, à un moment donné, du coup, que j'investissais beaucoup plus que ça. Tu avais tellement la FOMO, t'étais quoi? Putain, il faut mettre 10 000, ok. Et là, en fait, t'allais chercher 10 000, en fait, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est con parce que du coup, c'est l'argent après que t'as plus, quoi, tu vois. Ou alors que tu reverras dans très longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est ça, c'est ce jeu-là, en fait, où je me dis, en vrai, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Après, ces plateformes-là, tu vois, elles sont cool et tout, elles sont utiles. Il y a un truc aussi qui est top, c'est que certaines plateformes proposent de la liquidité, donc ça, c'est génial. Après, c'est toujours pareil. Il y a parfois, c'est pas toujours les meilleures boîtes qui atterrissent sur ces plateformes. Voilà. Mais c'est surtout, c'est la hiérarchie des investissements. C'est-à-dire que si tu commences à investir dans la vie, si c'est ton premier investissement, fais de l'immobilier et fais des boîtes cotées. Et viens au private equity à la toute fin. Vraiment. Commence pas par le private equity. Non, je suis d'accord, quoi. Et comment elle s'appelait cette plateforme à un moment donné, tu sais, en fait, où c'était un peu un marché secondaire, justement, de ces actions. Où les gens pouvaient, tu sais, même les salariés pouvaient aller vendre leur SPCE. Putain, je me souviens plus comment ça s'appelle. Caption? Non. Alors, il y avait Caption à un moment qui essayait de faire ça en France, mais je crois qu'ils font plus trop ça. Mais on n'entend plus parler de ce truc, hein. Non, mais ils font autre chose. Ils sont toujours là, mais ils font autre chose, d'autres genres de deals. Mais t'as raison. Mais il y avait une plateforme qui faisait ça aux US et qui marchait bien. Je me souviens plus trop comment ça s'appelle. Mais alors après, le problème de la liquidité aussi du secondaire, c'est compliqué. Bon, après, on rentre un peu dans des détails, mais tu vois, le problème, c'est que souvent les actions qui sont vendues sur ces plateformes secondaires, c'est des actions soit des fondateurs, soit des business angels du début, soit des employés, et c'est des actions qui sont en fait payées après tout le monde. C'est-à-dire que, tu sais, c'est d'abord les gros fonds qui se remboursent en premier. Ouais, histoire de liquide préf et tout. Exactement. En fait, les gros fonds... Ce que tu dis, c'est que c'est des parts qui puent la merde un peu. Alors, attends. C'est des parts qui peuvent puer la merde si la boîte marche que moyennement. Si la boîte, elle cartonne, elle explose comme Revolut, il n'y a aucun souci. Tes parts, elles vaudront autant que celles du fonds. Si la boîte, elle est moyenne, tu seras payé à la fin, quoi. Donc, t'auras peut-être rien, en fait. Peut-être rien. Voilà, exactement. Non, par contre, après, c'est un no-brainer. Nous, on a investi dans Revolut il y a 5 ans, en 20 ou 21. Bon, bah voilà, on est rentré sur une valo de genre 25 milliards. Je pense que là, t'as vu, ça va s'introduire à 200 milliards. Donc, et c'est parti pour... 8, quoi, Donc, évidemment, t'as des boîtes comme ça incroyables. Ouais. Et donc, du coup, toi, c'est quoi un peu ta vision là de comment en fait va évoluer un peu ce marché? Parce qu'en fait, moi, du coup, je m'y intéresse moins, tu vois. Je lis moins d'informations là-dessus. Je reçois encore une fois toujours les newsletters. Ça m'intéresse toujours un peu de regarder ce qu'il y a, même si j'essaie de pas trop rentrer dans le détail parce que je me dis, voilà, j'ai toujours peur de me mettre une petite FOMO et en fait de replonger dans le truc, quoi. Un peu, tu vois, c'est un peu la fameuse clope qu'on t'offre en soirée alors que t'as arrêté de fumer, quoi. Et toi, du coup, c'est quoi un peu ta vision en fait un peu de ce marché-là aujourd'hui par rapport en fait à l'argent dispo, par rapport aux banques, par rapport à la BPI. Enfin, est-ce qu'on est dans un moment propice là pour lever des fonds en France là? Non, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur pour lever des fonds actuellement en France parce que les gens sont frileux.
tous les gens sont frileux, et notamment les investisseurs. Et les investisseurs aiment pas trop, tu vois, être frileux comme ça et ils aiment pas trop le risque. Donc en fait, c'est difficile de lever de l'argent parce qu'il y a de l'instabilité géopolitique, politique et fiscale. Maintenant, tu as un projet en IA, en deep tech, c'est quand même plus facile que les autres, tu vois, pour lever. Ce qui est compliqué, c'est que si tu es un SaaS sans IA, c'est très chaud. Maintenant, moi, je crois beaucoup. Si t'as un SaaS et que tu mets pas IA, ton deck il passe même pas la pile. C'est compliqué. C'est compliqué, à moins que tu sois un founder qui a déjà exité plein de fois avant et tout, tu vois. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a une place pour des bons business physiques, retail, tu vois, rentables et qu'on va aller dupliquer. Tu vois, faire des chaînes de trucs. Moi, je suis actionnaire d'une chaîne de café thématique qui marche super bien, etc. Aussi d'une chaîne de concept store et tout. Tout ça, j'y crois beaucoup parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous reste à nous en Europe? La tech, on n'a pas gagné. C'est les Chinois et les Américains qui ont gagné. Nous, il nous reste le lifestyle, le luxe, etc. Et tout ça, je pense qu'il va y avoir un afflux de capitaux vers ces thématiques-là et même plus early qu'avant. Tu vois, il y a évidemment déjà un afflux de capitaux vers LVMH, l'hôtellerie, etc. Mais je pense que ça va descendre la chaîne et venir plus tôt. Ok. Et alors là, qu'est-ce que, par exemple, comme on va arriver du coup là, un peu là dans la dernière partie là, du podcast, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent un peu s'intéresser à tout ça, mais qui savent pas par où commencer, parce que justement, tu te dis ouais, mais moi je suis pas dans le bon réseau ou quoi. Alors, en effet, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des trucs comme Blast et compagnie qui sont créés, mais tu vois, les gens pareil qui ont pas non plus envie d'aller dans ce type de communauté ou de plateforme. Il faut commencer par quoi déjà? Sur quoi on s'informe, sur quoi on a, comment être sûr, justement t'es jamais sûr, mais de limiter quand même le risque d'aller investir dans des nanars et tout. C'est quoi un peu déjà il faut se faire ta propre culture financière. Pour faire ta propre culture financière, il faut que tu lises un livre génialissime qui s'appelle La psychologie de l'argent. C'est juste vraiment un monument à lire, il faut le lire. Qui c'est qui a écrit ça? Je crois que c'est Morgan Housel. Incroyable. Je l'ai jamais lu. Ce livre a vraiment changé toute ma perception de la finance, de l'épargne, de la finance personnelle et professionnelle. Incroyable, vraiment, lisez-le. En plus, c'est ultra facile à lire. Tout le monde peut le lire. Enfin, il n'y a pas besoin de connaissances en finance. Psychologie de l'argent. Ensuite, tu lis des trucs vraiment cool et bien documentés comme Snowball, tu vois, la newsletter sur les finances, etc. J'avais reçu dans le podcast, il y a au moins 2 ans. Et lui, pareil, il y a combien de dizaines de milliers d'abonnés. Trop fort, mais c'est hyper quali. En fait, dès que tu fais de la qualité, t'as un succès. Lui, il fait de la qualité, il a du succès. C'est trop bien. Après, tu regardes un peu les vidéos de Finari et tout ça, tu vois. De Mounir Lagoon. Exactement. Et tout ça, en fait, tu comprends comment ça marche. Et ensuite, à partir de ça, tu te crées ta propre stratégie un peu d'invest, tout en sachant que, rappelle-toi, au début, il faut que tu commences par des trucs pas trop risqués, tu vois, et les trucs risqués, tu les gardes un peu pour la fin. Et surtout, garde en tête que la liquidité, elle varie. Si tu investis en bourse, tu peux sortir quand tu veux, ton argent, il est liquide. Quand tu investis en private equity, tu peux pas sortir pendant 10 ans. Et 10 ans, c'est long. Donc, fais gaffe à la liquidité, le risque, le ratio risque-renta. Et puis, un investissement bon pour toi va pas être le même pour moi. Parce qu'on va pas avoir le même âge, parce qu'on va pas avoir le même niveau de revenu, le même niveau de patrimoine, le même nombre d'enfants, tu vois. Ok, donc du coup, ça, on va dire un peu, c'est les premiers conseils qu'on pourrait donner. Ça, pour dire, moi, je pense que j'essaierai de mettre un maximum de trucs dans la description de la vidéo, mais ouais, ça, déjà, le Finari avec Mounir qui met énormément de contenu là-dessus, la newsletter Snowball. Il faut s'abonner aussi à la tienne. Donc maintenant, bien sûr, évidemment. Maintenant, elle s'appelle évidemment Hyper Capital. Donc les gens peuvent me contacter directement en fait. Sinon en fait, Corentin Orsini sur LinkedIn. Exactement. Où est-ce que tu balances beaucoup de contenu? T'es un peu sur YouTube toi ou? Alors j'ai un énorme regret, c'est d'avoir raté le virage YouTube. C'est le boss de fin. Mais j'ai raté le virage. Je me suis même pas. En fait, j'étais tellement focus sur mes activités que j'ai raté tout ce virage 2020, 2021, 2022 du contenu vidéo. Et là, ce serait. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais en fait, ça te demanderait énormément de temps et de travail. Donc en fait, je comprends, tu vois. C'est un peu genre. Par exemple, moi, tu vois, je me mets pas au surf. Parce que je sais que le temps que je rattrape mes potes, machin et tout, je vais galérer des heures et des heures. E-foil. Ouais, c'est ça. Electric foil, c'est beaucoup plus facile. pareil. Mais ça, c'est vrai que tu vois, moi j'essaye un peu sur YouTube, mais c'est vraiment le boss de fin. Mais tu dis que quand même, tu vois, les gens là, c'est génial. Là qui nous ont écoutés, là, tu vois, ça fait 1 heure qu'on se parle. Tu vois, les gens qui ont passé 1 heure avec toi. Même si la vidéo a fait genre que 500 vues, tu dis putain, c'est 500 personnes. C'est une salle de spectacle énorme. Mais on s'en rend pas compte, tu vois. Des fois, moi, je vois une vidéo qui a fait 500, je dis putain, c'est pas ouf. Et en effet, je me dis putain, pendant 1 heure, les gens ils m'ont écouté. Une salle de 500 personnes. C'est énorme. En fait, en vrai, c'est vraiment le boss de fin, quoi. C'est énorme. Moi, je me rends compte, les gens, quand ils me
quand ils me voient, enfin quand je rencontre des gens que je connais pas mais qui me reconnaissent dans la rue ou à tel événement, ils me parlent jamais de LinkedIn. Ils me disent toujours YouTube et newsletter. Bien sûr. Donc comme quoi, tu vois, c'est quand même deux canaux qui sont vraiment rois. Et c'est eux qui marquent les gens parce que c'est là que les gens, ils restent plus avec toi. En fait, LinkedIn, c'est vraiment un truc de scrollage. Il reste avec toi 3 secondes et demie. Alors que t'as raison, YouTube, il reste très longtemps. Et la newsletter, ça vient dans leur mail, donc un peu dans leur intimité. Donc bien sûr. Donc non, pareil, donc ça quand même, encore une fois, bon état d'esprit à avoir. Et tu vois, on le voit aussi dans ton cas, c'est parti d'une newsletter, c'est parti de l'écriture, de la création de contenu, qu'une expertise est venue, qu'une audience ultra qualifiée est venue, et que de là tu dis bon bah vas-y, on va faire tel business là-dessus. Exactement. Et un autre truc aussi très important, c'est vraiment, tu sais, tout à l'heure je disais prenez votre répertoire, vous allez voir, vous allez trouver des investisseurs, vous allez trouver machin et tout. En fait, moi, si je regarde un peu, tu vois, aujourd'hui, je suis associé à plusieurs business dans lesquels j'ai pas investi de l'argent, mais j'ai investi du temps. Tu sais, on appelle service for equity ou tu l'appelles comme tu veux. Ben, en fait, ça fait 8 ans, tu vois, que je suis associé à plusieurs personnes comme ça se passe super bien, les business sont top et tout. Et en fait, si vous voulez faire ça, si vous voulez investir dans des boîtes mais que vous n'avez pas d'argent, bah faites ça. En fait, commencez par... vous avez tout le monde a des compétences. Et donc, propose à des gens autour de toi que tu rencontres de leur faire une mission, okay, quelle qu'elle soit. Et cette mission, tu peux la payer peut-être moitié en cash, moitié en equity. Tu vois, tu peux proposer. Ça se trouve, 9 fois sur 10, le mec va te dire non. 1 fois sur 10, il va te dire ouais, vas-y. Et en fait... si tu fites bien avec la personne, propose ça, et puis tu vas accompagner l'aventure sur le long terme, si c'est ce que tu veux faire. Hein. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Je l'ai fait, moi, 4-5 fois. Je l'ai fait qu'une seule fois, moi, tu vois. Mais tu vois, j'avais pris 1% dès le début de l'histoire. Et tu vois, là, c'est une boîte qui... doucement mais sûrement parce qu'ils sont dans le hardware, mais tu vois ils sont à 1,5 million d'ARR, donc avec vraiment du vrai revenu récurrent. Et je me dis bon en fait voilà, c'est peut-être pas une boîte qui sera vendue un jour 100 millions ou quoi, mais si c'est une boîte qui a revendu ne serait-ce que 3 millions, moi j'ai rendu des services au début et je vais prendre 30 000 euros. C'est génial. Enfin, je veux dire, c'est cool tu auras vécu de salaire, une géniale aventure, un super fit avec l'entrepreneur. C'est génial. Eh ben écoute, ça peut être le mot de la fin, mais c'est vrai que ça, pareil, le service contre equity, c'est pas quelque chose qui est ultra mainstream, mais en fait, c'est juste que les gens en fait sont pas toujours au courant en fait, quoi, tu vois. Exactement, ni d'un côté ni de l'autre. Et en fait, mais ça, attention, surtout le faites pas avec n'importe qui, c'est-à-dire le faites pas avec quelqu'un avec qui vous avez pas envie de vous marier, parce que être associé, c'est être marié. C'est du super long terme. Moi, je suis super content parce que je suis associé à Jenny sur les cafés céramiques, mais on est devenus super potes. Je suis associé à Francis Edouard sur les concept stores, on est devenus super potes. Et voilà. Écoute, ça sera le petit mot d'arrêt. Mais en tout cas, merci beaucoup, Corentin, d'être merci à toi. D'être venu dans la Chapelle Radio. On a parlé de création de contenu, on a parlé de finance, on a parlé d'investissement, c'était cool. Donc toi, on te suit principalement quand même LinkedIn. Et maintenant, depuis quelques semaines, j'ai écouté tes préceptes, donc je me suis lancé un peu sur Insta, sur TikTok, etc. Ouais, écoute, moi, Insta, j'essaye, mais pareil, hein, putain, qu'est-ce que c'est dur, alors que pourtant, j'ai vraiment... Tellement dur. Tellement plus facile sur TikTok d'avoir de l'audience. Mais alors TikTok, du coup, j'ai un peu lâché. Maintenant, c'est quand même, j'utilise Agorapulse comme outil. Je connais pas. Et en fait, c'est un outil, c'est que tu mets ta vidéo et ça, c'est pour planifier tes contenus. Ok. Mais du coup, moi, en fait, c'est une vidéo, je la mets short TikTok et sur Insta, enfin, genre sans. Mais en même temps, sur TikTok, je sais pas si ça m'apportera quelque chose. Mais bon, je me dis, c'est juste un clic de plus à faire. Et tu vois, franchement, sans jamais y aller, je crois que j'ai 5000 abonnés sur le truc. Non, mais il faut constituer votre audience, votre communauté. C'est des défenses. Enfin, vous construisez votre château fort. C'est génial. Ah, mais c'est le meilleur asset du monde après le réseau, ou un peu égalité. C'est les deux. Mais tu vois, c'est ça. Moi, vraiment, et les deux se nourrissent. Le réseau et l'audience, c'est vraiment les deux trucs à nourrir tout au long de votre vie d'entrepreneur, et d'ailleurs pas que en tant qu'entrepreneur. Grave, et c'est long, hein, c'est une vie d'entrepreneur, c'est 30-40 ans, parce qu'en fait, comme le sport. Après 10 ans, tu vas pas redevenir salarié, hein. Personne va vouloir de toi, et toi tu voudras pas non plus. Non. Donc, on est bien d'accord. En tout cas, je remercie également le studio SBM pour ce super setup, hyper sympa, on aime bien. Yes. On a les retours, là, il y a un bel ego trip de se regarder parler. Et je vais remercier évidemment le sponsor de l'épisode. Si vous êtes sur YouTube, petit abonnement, pareil, ça fait plaisir, c'est important, ça coûte rien, et pour moi c'est important. Si vous êtes en audio, petit 5 étoiles pour le référencement. Je vous dis merci pour ça. Merci encore à toutes et tous d'être toujours plus nombreux sur la Chapelle Radio, et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bisous.